Ellis Island, l'usine à fabriquer des Américains, un texte de Pierre Mazet, à retrouver sur son blog Pierre Mazet 42. La scène nous est familière. Nous l'avons vue sur des images d'archives en noir et blanc. Nous l'avons vue aussi reconstituée dans des films de fiction comme Les Migrants de Charles Chaplin, tourné en 1917, ou America America d'Elia Kazan en 1964. À chaque fois, la séquence est la même. Un paquebot entre dans la baie de New York accompagné par le ballet des remorqueurs, des mugissements des sirènes et des cornes de brume. Il passe au pied de la Statue de la Liberté qui semble le saluer en brandissant son flambeau. Sur le pont, les passagers sont assemblés par grappes. Certains agitent les bras, lèvent leurs chapeaux vers le ciel. D'autres se tiennent immobiles, écrasés d'émotion ou d'appréhension peut-être. Ce qui est trompeur, toutefois, dans ces images d'étrangers arrivant en foule à New York, c'est qu'elles donnent l'impression d'un voyage qui s'achève. Or, ce n'était pas le cas. Les nouveaux venus n'étaient pas tirés d'affaire. Tous, ou presque tous, allaient devoir subir de stricts contrôles sur Ellis Island, le filtre administratif où siégeaient les services du Bureau fédéral de l'immigration. En clair, avant de devenir américain, il restait à ces exilés des heures intenses et angoissantes à vivre. Et pour certains, l'aventure allait s'arrêter là. Une étape dans la politique migratoire des États-Unis. À partir de l'arrivée des pèlerins en 1620 avec le Mayflower, l'histoire du peuplement du continent nord-américain se fait sous le double signe d'une immigration européenne, essentiellement anglo-saxonne, et d'une immigration forcée africaine, l'esclavage. Les populations autochtones, les Amérindiens, sont décimées et refoulées de plus en plus vers l'intérieur des terres. Au XIXe siècle, et particulièrement à partir du milieu du siècle, l'histoire du peuplement des États-Unis rentre dans l'ère des migrations de masse. 15 millions d'immigrants arrivent entre 1820, date des premières statistiques, et 1890. Plus de 18 millions entre 1890 et 1920. Un pic étant atteint entre 1901 et 1910. L'explosion démographique européenne, passée de 140 à 250 millions entre 1750 et 1845, diverses crises agricoles, la plus tristement célèbre étant la grande famine irlandaise de 1845-1849, mais aussi exil politique lié aux révolutions et soulèvements qui marquent le XIXe siècle en Europe, expliquent l'importance de ces migrations. À partir des années 1880, des migrants venus d'Europe du Sud et de l'Est commencent à affluer. Les Italiens sont de plus en plus nombreux. La moitié d'ailleurs de ceux qui arrivent avant 1910 retourneront par la suite s'installer dans leur pays d'origine, ainsi que les Polonais venus de Russie, de Prusse et d'Autriche. Des Juifs arrivent de toute l'Europe orientale, mais surtout de Russie, où les Juifs sont confinés dans une zone de résidence et soumis depuis 1881 à des lois antisémites et des pogroms de plus en plus fréquents. En moindre nombre, des migrants originaires des Balkans, tchèques, hongrois, roumains, albanais, bulgares, grecs et d'Asie mineure, arméniens, syriens, turcs, affluent aussi vers les États-Unis. Un mouvement d'opinion naît pour limiter l'immigration aux États-Unis, représenté par exemple par la Boston Immigration Restriction League, créée en 1894. Une politique de sélection des entrées est alors progressivement mise en place, fondée notamment sur des principes eugénistes. 1875. Interdiction de l'entrée sur le sol des États-Unis aux prostituées et criminels. 1882. Interdiction de l'entrée sur le sol des États-Unis aux malades mentaux et ceux pouvant devenir une charge pour l'État. 1891. Interdiction de l'entrée sur le sol des États-Unis aux polygames, aux porteurs de maladies contagieuses et à quiconque ayant été arrêté pour atteinte à la morale. Des raisons politiques sont aussi à l'origine de certaines lois. En 1903, fermeture des frontières aux anarchistes étrangers à la suite de l'assassinat du président McKinley. En 1907, interdiction d'entrée aux enfants de moins de 16 ans non accompagnés pour éviter le travail des enfants. En 1917,
est introduit un literacy test destiné à exclure de l'entrée sur le sol américain les postulants à l'immigration qui ne savent ni lire ni écrire. Le test consiste en la lecture d'un texte de moins de 100 mots dans une langue au choix de l'impétrant. Il s'agit aussi d'un moyen détourné de refouler une partie des nouveaux immigrants, italiens, juifs, polonais, slovaques, chez qui les taux d'analphabétisme sont beaucoup plus importants que chez les ressortissants de l'ancienne immigration, allemands, anglais, scandinaves, irlandais. De plus en plus, la sélection des migrants se fait sur des critères de nationalité et de race. Ainsi, le Chinese Exclusion Act de 1882, en vigueur jusqu'en 1943, interdit l'entrée aux Chinois, tandis qu'une série de Gentlemen's Agreements, 1907 et 1908, limite très fortement l'immigration des Japonais. Finalement, en 1921, une loi des quotas est votée, qui sélectionne les immigrants, donc la population future, en fonction de l'immigration passée. Pour chaque groupe national, sont admis chaque année 3% du nombre des nationaux de ce groupe vivant aux États-Unis en 1910. La loi de 1924 favorise plus encore les groupes d'immigrants les plus anciens, 2% de chaque groupe dénombré en 1890. Cette politique des quotas favorisant les vieux courants d'immigration reste en vigueur jusqu'en 1965. L'installation d'Ellis Island. Avant 1890, les États, plutôt que le gouvernement fédéral, régulent l'immigration aux États-Unis. Castle Garden sert de centre d'immigration pour l'État de New York de 1855 à 1890. Environ 8 millions d'immigrants, pour la plupart issus d'Europe du Nord et de l'Ouest, sont passés par ces portes. Lorsque l'immigration s'accélère à la fin du XIXe siècle, Castle Garden ne suffit plus à leur accueil. Le gouvernement fédéral intervient alors et construit un nouveau centre d'immigration sur Ellis Island. Ellis Island est à l'origine un îlot minuscule, 1,2 hectares, moins que la base de la tour Eiffel. Un banc de sable boueux posé à l'embouchure de l'Hudson. Grâce à la terre récupérée lors du percement du métro new-yorkais, on lui a fait atteindre une superficie de 11 hectares, soit l'équivalent de 15 terrains de football, et on lui a donné la forme d'un U, afin que les bateaux viennent s'amarrer dans son échancrure. Avant l'arrivée des colons européens au XVIe siècle, les Indiens algonquins avaient baptisé l'endroit Kiosque, l'île aux mouettes, car seuls ces volatiles y vivaient. Les Hollandais l'ont appelé Oyster Island, l'île de l'huître, du fait des mollusques qu'on y trouvait. En 1765, après qu'on y ait pendu le pirate Anderson, le nom est devenu Gibbet Island, l'île du gibet. La dénomination officielle et définitive d'Ellis Island s'est imposée en 1808, quand le gouvernement fédéral a racheté l'îlot pour la somme de $10 000, l'équivalent de 160 000 € aujourd'hui, à Samuel Ellis, son propriétaire, patron d'une auberge pour pêcheurs. Qui aurait cru que cette miette de terre perdue acquerrait un jour une renommée mondiale? Le 1er janvier 1892, le nouveau centre d'immigration ouvre ses portes. Il est imprudemment construit en bois, en pin de Géorgie. 5 ans plus tard, un incendie détruit le tout, et notamment les archives. On perd toute trace administrative des premiers millions d'immigrants accueillis à Ellis Island. Les travaux de reconstruction, en dur, cette fois, rondement menés, sont terminés dès 1900, pour un budget d'1,5 million de dollars, environ 34 millions d'euros. En s'inspirant des techniques d'édification des gares parisiennes, les architectes Edward Lippincott Tilton et William Hay Bowing font surgir de terre un château de briques rouges et de pierres blanches de style Renaissance française. C'est nettement plus grandiose que les anciens bâtiments façon caserne. Les bâtisseurs, en outre, ont prévu large. Le grand hall d'enregistrement peut contenir 5000 personnes. Les cuisines peuvent en nourrir autant, plusieurs fois par jour. Et on trouve aussi des garderies pour les enfants, des salles de douche, des dortoirs ainsi que des locaux de quarantaine. On a dit qu'Ellis Island était la porte de l'Amérique, la Golden Door, la porte dorée. On aurait pu dire aussi bien la porte étroite, compte tenu de ses dimensions. Pourtant, entre la fin du XIXe siècle et l'entre-deux-guerres, en à peine plus de 3 décennies, 16 millions de personnes sont passées par ce goulet d'étranglement. Un flux de population sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Welcome to America. À partir de Hambourg, de Liverpool ou du Havre, la traversée durait en moyenne une dizaine de jours.
mais bien plus, près de 3 semaines, au départ de Naples. Les plus fortunés des migrants s'offraient un billet de première ou de deuxième classe et voyageaient dans des conditions décentes. Pour les autres, les passagers de troisième classe, l'expérience était pénible. On les entassait dans l'entrepont, c'est-à-dire en dessous de la ligne de flottaison, dans de vastes dortoirs où la literie se résumait à des alignements de paillasses superposées. Aucune vue sur l'extérieur, aucune aération, une chaleur étouffante. À l'arrivée à New York, les passagers de première et deuxième classe recevaient à bord les visites de routine. Médecins, employés de l'administration fédérale, avant d'être conduits à Manhattan sans plus de formalités. Ils avaient de quoi subvenir à leurs besoins. L'État ne risque pas de les avoir à sa charge. Ils étaient d'emblée citoyens des États-Unis. Les passagers de troisième classe, eux, devaient en revanche passer par Ellis Island et se soumettre à des inspections plus sérieuses. Ils portaient leurs plus beaux costumes ou leurs plus belles robes pour faire une bonne impression. Parfois, les femmes portaient sur elles tous les jupons, robes ou châles qu'elles pouvaient mettre pour réduire le bagage. Chacun portait autour du cou ou épinglé à ses vêtements une étiquette indiquant le nom du navire dans lequel la traversée avait été effectuée. Les compagnies maritimes étaient responsables à leurs frais du retour de l'immigrant s'il était refoulé. Les immigrants passaient d'abord un examen médical sommaire destiné à déceler les infirmités les plus courantes et les signes de maladies notoires qui pouvaient entraîner une interdiction d'entrée dans le territoire, notamment à partir des lois de 1891. Les médecins de la santé publique à Ellis Island sont devenus très performants lors de ces 6 secondes d'examen médical. En 1916, on disait qu'un médecin du site pouvait d'un simple coup d'œil identifier plusieurs affections physiques, allant de l'anémie au goitre. Les personnes suspectes étaient marquées à la craie d'une lettre indiquant la nature de l'infirmité. F, face, pour les affections au visage, E ou EC, eyes, pour les maladies des yeux, H, heart, pour les maladies du cœur, L, lameness, pour la claudication, N, neck, pour les goitreux, S, senility, pour les très âgés pouvant être une charge pour la société, etc. Le signe X indique que la personne est suspectée d'avoir une maladie mentale. Et le signe X entre parenthèses, qu'elle est réellement atteinte de ce type de maladie. Si certaines maladies n'entraînent pas la mise en quarantaine ou une hospitalisation temporaire, d'autres comme la tuberculose, la lèpre et surtout le trachome, qui sévit alors en Europe de l'Est, entraînaient le retour au port d'embarquement aux frais de la compagnie de navigation. Une fois l'examen médical terminé, place aux vérifications légales et administratives. Les immigrants étaient dirigés vers le grand hall, qui était aussi la salle des enregistrements. L'attente pouvait y être longue. On accueillait parfois dans cette salle gigantesque plus de 10 000 personnes en une journée. On en avait compté 11 747 le 17 avril 1907. Record absolu. Quand son tour arrivait, le nouvel arrivant était interrogé par un inspecteur des services de l'immigration qui lui posait, assisté d'un traducteur, une trentaine de questions. La plupart n'avaient trait qu'à des confirmations d'état civil, mais certaines étaient étonnantes. « Êtes-vous en possession de 50 $? Pouvez-vous nous montrer cet argent? Avez-vous déjà été emprisonné, interné pour troubles mentaux? Êtes-vous polygame? Êtes-vous anarchiste ?» Lors de ces entretiens, les agents fédéraux avaient tendance à américaniser les patronymes de leurs interlocuteurs. On raconte l'histoire d'un juif allemand si déstabilisé par l'avalanche des questions que quand on lui a demandé son nom, il a répondu « Ich habe vergessen » »« J'ai oublié ». Le fonctionnaire sans ciller l'a inscrit sous le nom de Ferguson. Sur la masse des étrangers débarqués à Ellis Island, 80% ont entendu résonner la phrase rituelle d'acceptation « Welcome to America » et se sont retrouvés dans les rues de New York, totalement libres de leurs mouvements, au bout de seulement 4 ou 5 heures. 18% ont connu le même sort heureux après avoir été retenus dans l'île quelques jours ou quelques semaines. Après, ils devaient se construire une autre vie aux États-Unis, mais ça, c'est une autre histoire. Au final, seuls 2% se sont vus réexpédiés d'où ils venaient pour des raisons d'ordre juridique ou médical, soit sur la durée de fonctionnement du centre, environ 250 000 personnes. La première personne accueillie à Ellis Island le 1er janvier 1892 avait été Annie Moore, une Irlandaise aux joues rouges de 15 ans, venue retrouver ses parents à New York.
la municipalité lui avait offert une belle pièce de 10 $ en or. Le dernier détenu à vider les lieux, le 12 novembre 1954, a été un marin norvégien nommé Arne Peterson. Que reste-t-il d'Ellis Island ? Depuis, les bâtiments ont été classés monument national au même titre que le mont Rushmore, la montagne du Dakota du Sud sur laquelle sont sculptés les bustes de 4 grands présidents américains, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln, et la Statue de la Liberté. On y découvre le musée de l'immigration. Tous ceux qui l'ont visité le disent. On est saisi d'émotion dans le grand hall par la solennité des lieux, comme si l'on sentait encore la foule grave et craintive des immigrants. Plus de 100 millions d'Américains ont aujourd'hui un ancêtre qui est passé par Ellis Island. Ce qui fait dire à Georges Perec, avec son sens de la formule, qu'Ellis Island n'a été rien d'autre qu'une usine à fabriquer des Américains, aussi rapide et efficace qu'une charcuterie de Chicago. À un bout de la chaîne, on met un Irlandais, un Juif d'Ukraine ou un Italien des Pouilles. À l'autre bout, après inspection des yeux, inspection des poches, vaccination, désinfection, il en sort un Américain.